remercie chacun et chacune des intervenants là, de cette séquence. Et puis, ben, je les encourage à reprendre la parole sur les questions spécifiques de la table ronde, qui va être animée par Servane Penverne, qui est la responsable de la réalisation du métaprogramme Métabio à INRAE, et Soisy Crouget, qui est responsable de la partie élevage à l'Institut technique pour l'agriculture biologique. Voilà. Donc, Merci je Françoise. vous passe le relais, Soisic et Servane, et présenter éventuellement, je peux partager mon écran si vous voulez que je mette la question affichée, mais vous allez la mettre dans le chat aussi, et je te laisse, Alors attends, Servane, expliquer. oui voilà, et bon voilà, en aparté, on réagissait aussi avec Swezik, que je remercie d'avoir accepté d'animer avec moi cette table ronde. Elle est bien plus experte que moi des questions sur l'élevage bio. Et je rappelle aussi à toute l'audience que donc cette table ronde, nous sommes ensemble encore jusqu'à 12h30, au cas où certains d'entre vous voilà, croyaient que ça se terminait vers midi. Et on souhaitait peut-être prendre néanmoins la question de Anne Usureau qui a été posée dans le chat sur voilà, est-ce que la mixité viande-lait, la non-spécialisation de l'élevage permettrait d'améliorer l'efficience énergétique avant d'entamer cette table ronde. Alors voilà, je laisse peut-être la parole à Marc en premier hein, s'il veut réagir à cette question. Oui, je peux juste oui, donner un petit complément. Donc, c'est une question qui n'est pas récente, hein, cette mixité lait-viande. On en avait parlé pas mal sur les aspects environnementaux, gaz à effet de serre. Je pense que ça peut être intéressant, sachant qu'il y a une interférence avec d'autres facteurs. On parle beaucoup de la longévité des animaux, c'est-à-dire des animaux, des troupeaux avec des taux de renouvellement très rapides. Ben, en fait, on casse quelque part l'efficience énergétique parce que ça coûte cher de renouveler un troupeau. Et qui dit rallonger la durée de production des vaches laitières dit moins de vaches de réforme. Donc cette complémentarité lait-viande, si on a des animaux qui vivent très âgés, il faut aussi envisager l'engraissement des produits de ces troupeaux laitiers. Et là aussi, on va questionner quelle race on a, quelle capacité d'engraissement à l'herbe de ces animaux-là, quelle précocité. Donc là, je renvoie par exemple à des comparaisons de engraissement de races classiques françaises où on est obligé de donner des concentrés, etc., par rapport à des races précoces comme l'Angus, où on peut finir à l'herbe. Donc la question, elle est complexe, hein. Race à double fin, ok, il y a d'autres facteurs comme la longévité qui vont aussi être à prendre en compte avec ce rapport lait-viande produit et la nécessité d'engraisser les produits derrière. Voilà, bon, je réponds ni oui ni non, mais montrer que c'est complexe. Merci Marc. Excuse-moi, Servane, peut-être un tout petit complément. Je crois que ce qu'évoque aussi Anne Usureau, c'est les travaux qui sont réalisés dans le cadre des projets Valomal Bio et Valov Bio qui démarre depuis peu. Et en fait, dans ce cas-là, il y a des fermes avec des vaches allaitantes qui prennent le relais de fermes laitières en prenant leurs veaux plutôt mâles, mais ou femelles non destinés au renouvellement, qui sont croisés. Donc, c'est de mères lait inséminés avec des races à viande. Et dans ces cas-là, des fermes plutôt en vaches allaitantes deviennent des fermes qui font de l'engraissement en partenariat avec des fermes laitières. Et dans ces cas-là, sous nourrice, il va y avoir 3 veaux, par exemple, d'élever pour une vache mère sur la ferme de vaches allaitantes, là où sur la même ferme en vache allaitante, historiquement, il y avait un veau d'élevé par mère. Et du coup, alors avec un changement du type de mère, puisque du coup, c'est bien des nourrices laitières issues d'un troupeau laitier. Et du coup, le métier change sur la ferme historiquement en vache allaitante, mais ça permet aussi d'avoir 3 veaux élevés par mère vache allaitante. Donc, logiquement, sur ton ratio efficience produite par rapport à efficience mobilisée, ça augmenterait, sauf erreur de ma part. Mais c'est anecdotique, enfin, ou c'est en train de se développer? Aujourd'hui, c'est des groupes qui sont plutôt en Mayenne et zone Pays de Loire. Et après, le projet Valov Bio est un projet à dimension nationale qui prend le relais. Donc, ça a plus de vocation à se développer
peu une généralité dès aujourd'hui. Voilà. Mais bon, je pense qu'en fait, vous avez un peu anticipé sur la notion de résilience et sur la question autour de laquelle va tourner la table ronde. Parce que c'est une table ronde qui tourne. Je vous passe le relais et moi, je reste en embuscade pour les questions qui seront posées. Effectivement, on souhaitait en fait partir d'une question très générique sur celle qui est affichée à l'écran, c'est à savoir quel serait le facteur clé pour éviter le contre-coup d'une nouvelle crise, qu'elle soit sanitaire, climatique ou de marché. Alors c'est une question, comme je disais, volontairement large, puisqu'elle rassemble et elle interroge tous les intervenants et aussi de nombreux facteurs clés. Et cette question, on vous la pose aussi, les participants. Donc, n'hésitez pas à utiliser voilà, le QR pour nous soumettre vos facteurs clés que nous pourrons aborder aussi au fil de cette table ronde. Il y a effectivement différents aléas, je vous apprends rien, qui peuvent d'ailleurs survenir conjointement. Donc, les crises de marché, comme on a pu l'observer ces 2 dernières années, les intervenants sont largement revenus là-dessus, mais il y a aussi bien sûr des aléas climatiques avec des conditions climatiques extrêmes et des épisodes de sécheresse ou de pluie. Et enfin, des aléas sanitaires aussi. Et la grippe aviaire est un cas emblématique. Donc, on a identifié, et d'ailleurs, on a déjà échangé un petit peu sur certains facteurs clés pour. L'idée, c'est bien sûr d'améliorer la résilience des systèmes d'élevage bio actuels et d'accompagner aussi la conversion et la conception de systèmes pour plus de résilience et répondre ainsi aussi aux enjeux de maintien et de renouvellement en fait, des systèmes d'élevage bio. Donc, avec des listes, je vous propose qu'on aborde successivement plusieurs facteurs clés que nous avons préalablement identifiés. Bon, comme je l'ai dit, certains ont déjà été abordés. Il y a d'ailleurs une question qu'on va pouvoir traiter à cette occasion. Et nous prendrons, j'espère, comme nous aurons le temps, pour prendre quelques-unes de vos propositions dans le QR à la fin de cette table ronde. Alors, du Donc, coup, n'hésitez pas hein, à mettre votre facteur clé pour qu'on puisse introduire les discussions à ce sujet. et voilà, donc en premier, on souhaite voilà, aborder la question, je dirais les aspects peut-être plus d'ordre économique avec ces crises de marché à court terme, mais avec des enjeux aussi à plus long terme de viabilité économique des systèmes d'élevage et de toute la filière dans son ensemble. Et donc, je m'adresse en premier lieu à Vincent. Alors, en fait, j'arrive pas à voir s'il est. Si, t'es là, ouais. On n'a pas j'ai pas la disposition très facile. Et donc, voilà, on avait un peu anticipé une question avec toi autour des revenus. Voilà, ça nous semble être un facteur assez clé pour les systèmes d'élevage, mais on trouvait aussi que la question sur comment arriver à faire baisser la consommation de produits animaux, en tout cas en France, la question ne précise pas ce périmètre-là, mais voilà, donc je voulais savoir si tu avais quelques éléments là-dessus. Oui, puis dans le même ordre d'idées, dans les questions, il y en a une sur les motivations en fait, des consommateurs à acheter les produits bio. Donc, en l'occurrence, là, on parlera de produits bio animaux. Ouais. Donc, sur les revenus, je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas opposer les revenus de l'agriculture conventionnelle aux revenus des bio. Parce en gros, il y a des bons partout et des mauvais partout, hein, entre guillemets. Donc l'hétérogénéité, c'est pas parce que vous êtes producteur, agriculteur bio que vous allez bien gagner ou mal gagner votre vie. Les critères, en fait, sont toujours un peu les mêmes. Les 3 critères qui font la différence des revenus, que ce soit en conventionnel ou en bio, pour moi, il y en a 3 et on les a étudiés. Le premier, c'est la productivité du travail. C'est-à-dire que vous soyez bio ou pas bio, il faut faire un chiffre d'affaires pour gagner sa croûte à un moment donné et pour écraser les coûts fixes. Donc la productivité du travail, c'est la valeur de la production avec les aides, donc qui sont peut-être pas assez suffisantes en bio, mais avec les aides par rapport au nombre d'actifs rémunérés dans l'exploitation. Le deuxième critère, souvent les bios sont meilleurs que les conventionnels sur le deuxième critère, c'est quelle est la somme d'intrants que vous utilisez par rapport au chiffre d'affaires que vous générez. Donc c'est l'efficience productive. Mais même chez les bios, il y a des écarts d'efficience productive entre les exploitations. Et le troisième critère, qui est valable pour tous les agriculteurs,
c'est quelle est en fait votre capacité à faire face aux investissements que vous avez réalisés. Et il y a des producteurs bio qui sont plus ou moins endettés. Donc, c'est par exemple le ratio annuité sur EBE. Et en fait, dans le débat français, dans l'économie agricole, on a souvent tendance à vouloir dire bah, est-ce que les bio gagnent leur croûte par rapport aux autres, etc. Je pense que c'est pas une façon correcte de poser le débat. Je pense que il y a des bio qui s'en sortent très bien, il y a des bio qui s'en sortent pas du tout, à la lumière de ce qu'on observe dans les productions conventionnelles. Et donc, on ne peut pas opposer. Donc ça, c'est un point très important. Et après, c'est vrai qu'il y a des exploitations bio qui arrivent à générer des meilleurs revenus pour un chiffre d'affaires donné plus faible que les exploitations conventionnelles. C'est un peu la marque de fabrique, la force du bio, c'est qu'il y a une efficience productive et parfois des circuits courts qui permettent d'aller chercher des prix supérieurs et qui permettent, si vous voulez, avec une ferme des fois plus petite, de gagner aussi bien sa vie que dans des fermes plus grandes. Mais en fait, le message principal, c'est ne soyons pas trop caricaturaux en opposant conventionnel et bio sur la question des revenus et soyons très précis dans l'analyse du spectre, ce qu'on fait nous par ailleurs. Alors avec une difficulté, c'est que les outils statistiques, dernier point, les outils statistiques qu'on utilise pour tracer les bios, les outils de la statistique publique ne sont pas toujours totalement pertinents parce que, en gros, on utilise le réseau d'information comptable agricole et le réseau d'information comptable agricole, il n'a que 7200 exploitations. Donc c'est un échantillon qui est relativement faible. Donc il faut rester prudent dans les analyses. Donc il faut faire aussi confiance aux travaux qui sont conduits dans les centres de gestion pour aller au plus près de la réalité de la dispersion des revenus dans ce secteur. Donc c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de travaux publiés. Il y a des expériences accumulées, mais il n'y a pas beaucoup de travaux publiés, y compris à l'échelle européenne. Vous le Donc reprenez, Vincent, ces éléments dans l'article sur les revenus agricoles de la revue de production animale, je l'aborde pour du le point de vue bio ou pas? général, pas Ah spécifiquement oui. pour le bio. Bon, Pas bah, il spécifiquement. faudra faire cet Mais article. on a encore du pain sur la planche. Ouais, voilà. Et donc, sur la question de la consommation de produits animaux, si Alors, en quelques mots, si vous avez alors, des éléments aussi pour, sur di- bon, la question est un peu c'est la bizarre, mais question de Patrick Vessey, ouais. Ouais. donc on en discutera avec Patrick. Mais en gros, la consommation de produits animaux, donc si on prend les produits laitiers en France, on n'a plus d'augmentation du marché de consommation. On est à 20,5 milliards de litres consommés. Et en gros, on s'inscrit à la baisse. On perd en équivalent lait en France en consommation bio, très légère, mais on baisse. On n'a plus d'augmentation à attendre. On est un des plus grands consommateurs du monde en produits laitiers par habitant et par an. Donc en gros, je parle tout produit confondu, on est dans un marché relativement mature. Pour ce qui est de la consommation des viandes, il n'y a qu'une viande qui progresse, c'est la viande de poulet. Mais à elle seule, elle permet de maintenir un niveau total de consommation de viande en France relativement stable. On est à 5,7 millions de tonnes de viande consommée en France. Et contrairement à des fois des idées de raccourcis qui sont faites, hein, en disant la consommation, elle baisse légèrement par habitant et par an. Mais il y a une petite progression de la population. On a gagné 7 millions d'habitants en France depuis 2000, qui contrebalance avec l'effet volaille et qui fait que la consommation globale de viande, en fait, en France, elle est relativement stable aux alentours de 5,7 millions de tonnes. Le problème qu'on a, c'est que la production de viande, toute catégorie confondue, baisse plus vite que la consommation. C'est ça le problème qu'on a. Et dernier point, par rapport aux réflexions sur les gaz à effet de serre, je dirais le fait que ça soit la consommation de viande de volaille qui progresse va plutôt dans le bon sens, puisqu'on a quand même un recul de la consommation de viande bovine. Et on a une substitution qui s'opère par la volaille génère moins de gaz à effet de serre. Donc on a un petit effet positif si on essaye de se rassurer. Et en fait, j'adresse simplement un point de vigilance, c'est qu'il nous faut être très rigoureux quand on parle de tout ça, parce qu'il y a souvent des mélanges, parce qu'on va très vite en fait dans l'expression. Et même dans la filière volaille, tous les secteurs de la volaille ne connaissent pas une croissance. Voilà ce que je pourrais partager avant d'en discuter plus abondamment avec Patrick. Entendu, Merci. merci. Et si on revient sur le point précédent concernant la transformation, vous évoquiez que c'était peut-être une piste. Est-ce que Marc, vous pouvez donner votre point de vue sur quelle perspective ça peut donner le fait de commercialiser en circuit court et de transformer à la ferme? Ouais, tu t'adresses à moi, j'ai pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ok.
Deux points rapides là sur cette question des facteurs clés identifiés de résilience. Sur les aspects marché, moi, il y a deux choses qui me paraissent super importantes, hein. Si on regarde ce qui s'est passé 2021-2022, tous les producteurs qui étaient sur des circuits courts et des débouchés locaux, territoriaux, etc., en fait, ils sont quelque part affranchis de cette fluctuation très importante, alors qui a touché surtout les circuits conventionnels, mais aussi le bio à une forte échelle. Donc, je pense que arriver à développer des débouchés locaux, c'est un aspect de résilience super important. Et puis, comme le disait un peu Vincent, je pense que les éleveurs qui transforment, alors c'est pas la majorité, mais par rapport, par exemple, à une énergie qui devient super chère, en fait, c'est des gens qui vont dégager le même revenu avec 4 fois moins de production, donc 4 fois moins d'énergie au départ. Donc, le fait de transformer, quelque part, on apporte une valeur ajoutée et on minimise l'impact du coût des intrants sur le système de production. Voilà. Alors après, moi je pense qu'il y a un plafond de verre quelque part sur la part des circuits courts, la part de la transfo, etc. Mais il y a encore un potentiel de développement. Et juste sur l'aspect changement climatique, juste un mot là-dessus, hein, comment arriver en fait à faire face. Je pense que, bon là, je vais rien dire de bien nouveau, mais l'aspect diversification des systèmes de production est essentiel. C'est-à-dire, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Et quand je dis diversification, on a beaucoup parlé agroforesterie, ben, pour moi, ça en fait clairement partie, quoi. Entendu. Et alors, on passe la parole cette fois à Guillaume sur, toujours voilà, avec cette vision, merci Marc d'être sorti aussi de la ferme, et de ces enjeux de structuration des filières, voilà, avec des retraits de collecte chez Lactalis, un prix du lait diminué, réduit chez Biolait. Enfin, quelle est ta vision un petit peu sur les facteurs clés sur ces enjeux économiques à court terme et long terme? C'est dur d'avoir une vision très précise. Il y a encore énormément d'incertitudes, il me semble, notamment parce qu'à l'échelle de la collecte laitière française, on a peu de reprises d'exploitation en proportion. Il y a beaucoup de fermes laitières qui partent sur d'autres productions. Euh, c'est légèrement compensé par une augmentation de la taille des troupeaux pour les fermes qui persistent, puisque en 2000, on avait une majorité de fermes avec moins de 40 têtes et aujourd'hui, on a une majorité de fermes avec plus de 80 têtes. Donc, on a vraiment un accroissement très important de la taille des troupeaux, mais malgré ça, on a une érosion de la collecte laitière à l'échelle nationale qui n'est pas énorme, mais qui est régulière depuis plusieurs années. Donc ça pose un peu la question aussi de notre souveraineté nationale par rapport à la production de produits laitiers. Je parle tous produits laitiers confondus. C'est évoqué dans une des questions, est-ce qu'il y a un risque de pénurie? Mais du coup, c'est un peu en lien avec ce que j'allais dire, c'est-à-dire si on a de moins en moins d'élevage, on va avoir des coûts de collecte de plus en plus importants. Donc ça pose la question de où est-ce qu'on conserve de l'élevage. Parce que Marc montrait bien qu'il y a des zones où l'élevage est hyper concentré et puis d'autres où il faudrait remettre de l'élevage. Mais remettre de l'élevage, ça veut dire accepter des coûts de collecte plus chers. Donc, est-ce que pour soutenir le maintien de ces collectes et en particulier le maintien de la collecte bio, on peut mettre en place un mécanisme de soutien comme il y en a pour la collecte du lait dans les zones de montagne? C'est une première solution pour à minima maintenir et puis peut-être redéployer dans les territoires une collecte laitière. Et puis, ça a été évoqué, il me semble, par Vincent, mais il y a aussi un enjeu à mieux réguler l'offre et la demande. On a vu que la crise qu'on a vécue ces dernières années, elle est beaucoup liée au fait que on a fortement encouragé les conversions et peut-être sans travailler suffisamment sur le développement de la consommation et la communication autour des atouts de la bio. Et donc, on a eu ce décalage qui s'est creusé entre des éleveurs qui allaient de plus en plus vers la bio et une consommation qui s'est fortement tassée. Et donc, sans doute des mécanismes à mettre en place pour avoir une meilleure régulation. Donc, j'ai peut-être pas une proposition très précise, mais en tout cas, quelques points de vigilance par rapport à cette situation. Il y a plusieurs leviers à mobiliser. Et pour le pendant, côté port, Lucille, est-ce que vous pouvez nous livrer votre point de vue?
Alors, en port, il va falloir, comme Marc l'a dit, distinguer déjà les filières courtes des filières longues, parce que les chiffres en fait qu'a donné Vincent Châtelier concernent beaucoup la filière longue. C'est vrai que les éleveurs qui commercialisent en filière courte ont moins été impactés en fait par cette crise, avec même une petite reprise en fait des volumes vendus entre 2022 et 2023. Un court terme, en fait, pour les acteurs de la filière porcine longue, il y a sans doute un enjeu fort de faire repartir la consommation, en fait, la demande. Alors, il y a une question dans le chat. Les leviers aujourd'hui, c'est d'aller voir ce qui a le plus diminué. Ce qui a le plus diminué, c'est la grande et la moyenne surface. En fait, aujourd'hui, trouver du porc bio en grande et moyenne surface, on peut trouver quelques produits de charcuterie, mais trouver de la viande fraîche, c'est très difficile. Et puis, le levier, en fait, pour vraiment relancer la consommation, c'est sans doute aussi la restauration hors domicile et les cantines. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut que le prix soit raisonnable, donc ne plus faire reposer le prix du porc sur le prix, enfin, sur le jambon et les lardons. Il y a plein d'autres choses, tout est bon dans le cochon, c'est une vraie réalité. Donc, consommer aussi toutes les pièces, maîtriser l'équilibre carcasse. Et puis, si on voit que sur le plus long terme, bah, ça rejoint en fait en Porce ce qui vient d'être dit pour la filière bovine, c'est adapter l'offre à la demande et pas avoir une augmentation de l'offre qui risque de dépasser la demande. Maintenant, à l'échelle des exploitations, les leviers pour la résilience, quand on discute avec les gens, on voit qu'il y a quand même un élément fort autour de l'apport alimentaire, l'autonomie alimentaire, alors qui peut se faire soit sur la chair, la ferme en fait, avec une valorisation des ressources locales, soit aussi à l'échelle en fait de territoire. Et là, ça rejoint en fait aussi ce qui a été dit sur le fait de remettre peut-être des élevages de porc dans des endroits où il y a de la production végétale et comme valorisateur en fait d'un certain nombre de coproduits du végétal, avec tous les limites, parce que ça veut dire redévelopper des filières dans des endroits où il n'y a plus ou pas beaucoup d'abattoirs, pas forcément de centres de transformation, de distribution, etc. Et puis l'autre levier, au-delà de celui de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire, qu'on voit dans les fermes, c'est celui de la diversification qui a été dit aussi. C'est-à-dire que les éleveurs de porc, qui avaient un atelier porcin, mais qui avaient aussi d'autres ateliers, que ce soit un atelier végétal ou un autre atelier animal, comme il y a un bon nombre d'éleveurs de porc bio qui ont aussi un atelier laitier ou bovin allaitant. Mais on voit bien en fait que la diversification, enfin, le porc comme atelier de diversification peut vraiment avoir toute sa place en complémentarité en fait avec les autres ateliers. Donc voilà pour ces deux échelles un peu d'approche. Merci Lucille, et avec toutes vos interventions, on voit bien que bah, ça demande de la souplesse à tous les niveaux, tout ça, et puis bah, qu'il y a vraiment des leviers, des marges de manœuvre à court terme comme à plus long terme, et on voit bien tous les enjeux de transformation qu'il peut y avoir. Alors, je passe à un autre aspect qui a été un petit peu évoqué dans certaines interventions, mais je dirais avec une moindre importance, en partie sur les enjeux de santé. Bon, ben, on a parlé, j'ai évoqué la grippe aviaire, il n'y a pas que ça, et on va parler d'épisodes aussi. Et donc, on voulait voir avec vous quelle était la robustesse des systèmes d'élevage face à ces crises, si on peut appeler ça des crises ou des épidémies. Et donc, voilà, comment sont positionnés les élevages bio? Et donc, je m'adresse en premier à Anne Colin-Chenot, s'il vous plaît. Oui, merci Servane. Effectivement, la grippe aviaire concerne particulièrement les élevages qui ont un accès plein air et donc les élevages biologiques sont concernés et d'autant plus que oui, c'est vraiment un marqueur du bio, le plein air, cet accès au plein air. Et on sait que bah, pour voilà, protéger les animaux, il y a des mesures de biosécurité, donc on met les animaux sous abri, on les confine, il y a une surveillance accrue. Alors, il peut y avoir des autorisations d'accès à des parcours limités s'il y a un risque de problème de santé ou de bien-être des animaux. Il peut y avoir possibilité de poser des filets sur les parcours et aussi d'avoir des enrichissements accrus en bâtiment pour limiter les atteintes au bien-être des animaux quand ils sont confinés. Et dans le projet Pilot, nos partenaires en Belgique et aux Pays-Bas ont des résultats qui suggèrent que avoir une véranda, un jardin d'hiver peut permettre de limiter les problèmes comportementaux quand voilà, on doit confiner des animaux qui ont eu accès auparavant au plein air.
Également, on peut avoir de l'espoir suite aux campagnes de vaccination qui ont eu lieu cette fois-ci dans les filières palmipèdes. Voilà, donc en fait, contre la vaccination contre la grippe aviaire. Mais voilà, ça a été grâce à une aide massive de l'État. Donc, si ça devait être généralisé à d'autres filières, ça demanderait voilà, des investissements conséquents, une aide des pouvoirs publics. Martin, il souhaite réagir ou rebondir immédiatement. Ouais, oui, c'est juste pour dire un petit mot aussi sur ce sujet-là de biosécurité, etc. Dans la pratique de pâturage en verger ou vignoble, c'est quelque chose qui peut être très impactant aussi parce que si déjà des producteurs en culture pérenne comme ça qui envisagent de mettre des animaux à pâturer, ça leur fait un peu peur, la gestion des parcs, etc., etc. Donc si en plus il faut faire des doubles clôtures, s'il y a des réglementations spécifiques, si en fait il faut un sas, etc. Assez vite ils vont se dire qu'ils laissent tomber et que c'est pas la peine, quoi. Donc ça augmente un peu le coût d'entrée dans le monde de l'élevage, forcément quand il y a des mesures de sécurité pour des pratiquants plutôt de culture végétale. Et il peut aussi parfois se produire l'effet inverse, c'est-à-dire que des vergers, par exemple, qui ont été clôturés pour limiter l'impact des herbivores sauvages, par exemple, c'est relativement courant. En fait, on peut finalement se retrouver parfois avec des vergers ou des vignes qui sont des espaces qui sont déjà plutôt bien appropriés pour mettre des animaux dans des conditions assez sécurisées. Donc voilà, il peut y avoir cet effet un peu à double tranchant quand on essaye d'associer les choses avec la réglementation, etc. Oui, ça, c'est un élément qui ressort assez souvent. En effet, on va dire l'injonction contradictoire entre à la fois la réglementation et puis le plein air qui est au cœur de l'élevage bio et puis le fait de devoir appliquer des règles de biosécurité. On a pas mal abordé la question du coup avec les volailles et plus généralement en agroforesterie avec vous, Martin. Et Anne, pour ce qui est des porcs, Lucille, il y a aussi des problématiques d'épizootie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, en porc, là, effectivement, le plus gros risque en ce moment, c'est la peste porcine africaine, hein, qui ne concerne pas que les élevages bio, qui concerne tout le monde. Alors, il y a une incitation là pour les porteurs de petites structures en fait à avoir dans l'année un audit biosécurité Pig Connect. Donc ça va être un audit qui va être financé par l'État en fait, qui va être lancé par la DGAL et l'Association nationale sanitaire porcine. Et donc dans ces petites structures, il est probable que l'on retrouve en fait un certain nombre d'élevages de porcs bio. Sachant que pour le porc bio, contrairement à la volaille, en fait, l'accès à des parcours planaires n'est pas obligatoire. L'accès à l'extérieur est obligatoire, mais peut se faire aussi par des courettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en porc bio, c'est à peu près 50% des truies qui sont dehors, mais c'est moins, en fait, par rapport au porc charcutier. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est la suite, en fait, de cet audit biosécurité qui connecte. Les attentes, en fait, c'est que la plupart des élevages qui ont des parcours planètes ne seront pas conformes. Ça, c'est sans doute, en fait, une réalité, qu'ils soient bio ou pas bio, hein, d'ailleurs. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est cet audit, il est pris en charge par l'État. Quelles seraient les aides après qu'il pourrait y avoir lieu pour la mise en conformité, une fois qu'on a abordé les problèmes spécifiques à chacun des éleveurs. Et là, ça renvoie, en fait, à l'aide publique en fait et au soutien de l'agriculture biologique avec cette particularité de la peste porcine africaine. Merci Lucille. Alors, je propose d'aborder un autre facteur clé dans la continuité de ce point-là, mais pas seulement concernant les enjeux de génétique animale. Donc c'est voilà le panorama dressé dans l'article de Lauriane Canario, donc auquel d'ailleurs Anne Collin est co-auteur et voilà est assez il représente bien les différents enjeux qu'il y a autour de cette question-là. Mais on voulait voilà avoir votre avis aussi les intervenants voilà sur comment adapter cette génétique au parcours en plein air, aux enjeux de santé qu'on a évoqués. Voilà, autour aussi les souches à double fin pour la volaille
qui semble être une piste, mais qu'est-ce qui manque demain pour leur développement? Donc voilà, en quoi ce facteur clé pourrait, voilà, est une promesse ou pas, et comment le mobiliser dans un avenir à court terme et à plus long terme. Et si possible de façon concise, parce qu'il nous reste moins d'un quart d'heure. Et dans les questions, il y a quand même tous les aspects santé humaine et consommation qui seraient bien traités aussi. Ouais, merci François. Donc, je peux commencer pour ce qui concerne les volailles avec Karine Germain. Donc, nous avions effectivement traité de ce volet génétique. Dans le projet Pilot, on a essayé de voir quelle était la variabilité de l'utilisation du parcours dans plusieurs souches de poulets de chair. Et effectivement, il y a une forte variabilité, des animaux qui ne sortent pas du tout, d'autres beaucoup. Et nous avons des éléments qui vont dans le sens d'une possibilité de sélectionner sur des paramètres liés à l'utilisation du parcours, notamment dans les souches à croissance lente. Et pour ce qui concerne les souches à double fin, en fait, qui pourraient être particulièrement adaptées à l'agriculture biologique, alors qui serait aussi une alternative à l'ovosexage, en fait, pour la fin de l'élimination des mâles de souche ponte. En fait, ces souches à double fin, il y a des voies en fait, elles sont relativement peu efficaces, enfin moins efficaces que les souches spécialisées pour produire des œufs et de la viande. Mais néanmoins, il pourrait y avoir des possibilités de réduire les coûts de production via l'alimentation. On a parlé de coproduits, donc ça, ce sont des pistes de recherche. Également, répartir les coûts entre la filière œufs et chair, en fait. Donc, faire porter le coût de l'élevage des mâles sur le prix des œufs. Et là, ça demande des réorganisations des filières. Mieux identifier les produits aussi pour le consommateur, donc la viande de ces mâles de souche à double fin. Et puis, on peut envisager aussi une harmonisation de la législation au niveau européen, notamment sur l'élimination des poussins mâles de souche ponte, puisque l'Allemagne et la France ont légiféré, mais pas d'autres pays européens sur ce point. Entendu. Et est-ce que, Marc, rapidement, sur l'aspect, à l'inverse, côté ruminant, cet enjeu génétique, est-ce que c'est un facteur clé central? Quelle place il a, Oui. peut-être par rapport au monogastrique? Oui, juste donc 2 mots par rapport à ça, sur des observations qu'on a pu faire. Je pense déjà qu'on a un atout énorme en France, c'est la diversité des races de ruminants, que ce soit petits ou gros ruminants. Donc, on a quand même tout un panel pour choisir des races adaptées. Ce qu'on a pu observer sur des dispositifs en bio, donc des expérimentations système à Mirecourt et à Marcenat, dans le massif du Sancy, c'est que donc, sur des races un peu classiques, en fait, les vaches maintiennent leur niveau de production, enfin cherchent à le maintenir, même avec des restrictions d'utilisation de concentré. Et en fait, ce qui trinque, c'est la fonction de reproduction. Donc, c'est des animaux qui, en fait, ont été sélectionnés sur la production et qui régulent mal sur la reproduction, et des taux de fertilité qui chutent en dessous de 50 voire 40%. Voilà, donc c'est quand même un élément important. Il y a aussi la capacité à la marche, au déplacement, qui est, à mon avis, un élément important. Et des animaux pas trop lourds non plus, parce que les animaux, plus ils seront lourds, moins ils auront cette capacité-là. Sans compter aussi l'aspect structure du sol pendant l'hiver, parce qu'avec le changement climatique, on peut aussi avoir intérêt à faire pâturer à mi-saison, voire pendant l'hiver. Les animaux trop lourds, ça pourra poser problème. Donc ça, c'est plutôt pour les systèmes enfin, laitiers, mais aussi un peu allaitants. Et pour les aspects allaitants, ben, un petit peu dans tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, hein, on voit bien que l'élevage de demain, c'est quand même ne pas rentrer en concurrence avec l'alimentation humaine, donc pâturer, et avoir des animaux qui se finissent avec des fourrages. Et donc, c'est revoir peut-être un petit peu les systèmes spécialisés qu'on a aujourd'hui, pour lesquels il faut des rations, maïs en silage, triticale, etc. Et donc, quand même, envisager des races précoces pour aller sur cet objectif de finition à l'herbe des animaux avec des croissances très correctes, quoi. Donc, je ne remets pas en cause les races françaises actuelles, même s'il y a des races anglo-saxonnes qui ont cette capacité-là, mais aussi on peut trouver des rameaux qui ont cette capacité, voire faire des croisements à double étage, quoi. Alors, je suis très partagée à l'instant entre aborder un enjeu qui a été assez peu abordé pendant les interventions, tourne autour des enjeux de travail
Et on voit bien que vouloir plus de souplesse, plus de diversification, redéploiement des systèmes, c'est un enjeu assez crucial. Bon, on l'a évoqué aussi sur des enjeux de revenus. Donc, alors, soit celui-là, soit celui, ben voilà, les enjeux de qualité et de santé qui sont effectivement très présents dans le chat, sachant qu'il nous reste 2 minutes. Alors, je ne sais pas, je m'adresse à Swazik qui anime avec moi pour trancher peut-être sur la question du travail. Est-ce que l'un de vous, les panélistes, là, auriez quelques mots assez globaux pour voir Marc lève la main avant même se positionne en tout cas. Est-ce que bon, eh bien, en faisant court, s'il te plaît. Oui, mais Merci. moi je fais toujours court. Donc le travail, les études qui ont été réalisées montrent qu'il n'y a pas moins de travail en bio, mais par contre peut-être une plus grande satisfaction au travail. Bon, ceci étant dit, donc là où je voulais prendre la main pour dire qu'en fait, il y a un problème de renouvellement des populations d'agriculteurs en France aujourd'hui. Ouais. Et ce qui est quand même encourageant, c'est que dans les replis, c'est beaucoup des hors-cadres familiales. Donc, avec des gens qui remettent en cause aussi les systèmes historiques, donc pour renouveler sur des systèmes plus vertueux, c'est vachement intéressant. Par contre, c'est des gens qui ont peu de capitaux, qui souvent ne veulent pas forcément travailler seuls. Donc, si j'interviens, c'est juste pour dire qu'on voit apparaître des gros collectifs, des gens qui s'installent à 5, 6, 7 sur des fermes complexes, donc on répond à ces enjeux de complexité, ce qui leur permet, au niveau technique, d'assurer un petit peu plus, vu que c'est des collectifs de prise de décision. Également, c'est intéressant au niveau des investissements, puisque c'est souvent des moindres investissements sur des gros outils de production. Voilà, donc en termes de, enfin, je voulais juste intervenir en termes de quel collectif demain on aura dans les fermes bio, avec cet atout des fermes multiporteurs, mais ce qui est aussi une difficulté, puisqu'il faut, il y a tout un aspect organisation et entente des agriculteurs. Voilà, juste ça. Ouais. Merci Marc. Alors voilà, pour l'audience, Martin Trouillard avait aussi plein de choses à dire, Guillaume Martin aussi, et je pense que les autres également. Et je vous invite à échanger avec eux quand l'occasion se présentera pour vous. Françoise, je te passe la parole. Non, mais Voilà. c'était, Ah, pardon. oui, sur ce dernier point, c'était pour dire que c'est quand même un atout intéressant pour la bio, ces histoires de collectif, parce que ça permet aussi d'avoir différentes compétences. Parce que quand on dit qu'on veut remettre de l'élevage dans les zones, après, il faut les compétences à la fois pour les aspects végétaux et les aspects production animale. Donc voilà, c'est un atout supplémentaire sur ces aspects-là. Et de ce que j'ai retenu, Marc, tu as l'air de dire qu'en fait, en bio, il n'y a pas plus de travail? Parce que tu as dit qu'il n'y avait pas moins. Mais est-ce que Oui, alors, il y a plutôt plus de travail dans ce que moi j'avais pu retenir. Oui, Par contre, ce n'est pas le même type de travail. La relation à la filière n'est pas la même au consommateur, etc. Donc, il y avait plus de satisfaction, c'est ce que j'avais retenu. oui. ouais. Bon, même si vis-à-vis des aléas qui peuvent se poser en bio, il y avait aussi parfois plus d'anxiété Oui. d'un point de vue psychologique. Bon, Martin, allez. Non, mais Vas-y. si je glisse un petit mot aussi qui vient plutôt du monde de l'arbo, où il y a aussi des grosses difficultés parfois de trouver des gens qui viennent travailler sur les fermes avec des modèles où il y a des forts pics de travail et du coup, parfois une difficulté à stabiliser de la main-d'œuvre. Mais ben, du coup, une grosse tendance de fond, c'est de simplifier les systèmes pour avoir moins besoin de ces manœuvres-là. Mais le type de complexification qu'on peut avoir dans les systèmes, notamment en introduisant des animaux qui vont demander du travail en plus, etc., c'est aussi une manière de fidéliser de la main-d'œuvre, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui sont intéressées par le travail. Donc, encore une fois, de redonner du sens au travail, qui fait qu'il y a des personnes qui vont avoir envie d'être là et qui vont et voilà, qui vont être intéressés par ça et donc de conserver d'une année sur l'autre, notamment de la main-d'œuvre qualifiée, ça c'est un gros enjeu aussi, quoi. Ouais, bien entendu. Finalement, la notion d'envie, ça rejoint aussi les aspects consommation, de comment stimuler la consommation de bio. Et, C'est vrai. Françoise, et donc, tant que tu as il y a pas mal enfin, il y a eu plusieurs questions sur les relations avec la santé. Bon, honnêtement, parmi les panélistes, là, il n'y a pas grand monde qui est spécialiste de ces aspects-là, donc on peut peut-être renvoyer vers des écrits et des analyses et notamment ce qui a été fait récemment sur le travail avec l'ITAB, Swazik. Oui, j'ai indiqué dans le chat qu'en effet, en juin dernier,
Il y a eu tout un travail réalisé par l'ITAB sur les externalités de l'agriculture biologique en termes il s'agissait de les quantifier et de les documenter. Et du coup, il y a un chapitre santé qui traite de cette question. Et il y a bien sûr l'article également de Sophie Prache suite à l'expertise collective d'INRAE qui voilà, retrace un peu tous ces enjeux de qualité et de santé et qui pour le coup est spécifique aux produits animaux. Il est voilà, dans le numéro spécial élevage bio. Est-ce qu'il y a des interventions, enfin, est-ce que les panélistes, vous souhaiteriez intervenir, néanmoins compléter ces enjeux qualité? Alors, Joaquin, vous êtes en train de vous aviez commencé à préparer une réponse sur la question de la qualité de la viande et de l'âge à l'abattage pour les poulets. Oui, oui, j'étais en train, en même temps que je suis les échanges. Effectivement, en fait, la qualité des poulets à croissance lente, enfin de leur viande est reconnue, en fait. Et il y a effectivement, alors en France, ces souches sont été préférées pour l'élevage biologique, alors que dans d'autres pays, effectivement, l'élevage peut avoir un coût moindre dû à l'utilisation de souches à croissance plus rapide. Mais voilà, en fait, sur le parcours, les animaux peuvent trouver aussi des éléments nutritifs, des antioxydants, des acides gras aussi qui peuvent être intéressants à se retrouver dans la viande de ces poulets à croissance lente. Lucille, vous avez levé la main et c'est vrai que Oui, c'est merci d'avoir cité l'article de Sophie Page parce qu'effectivement, je pense que quand on parle qualité, il y a toutes ces dimensions en fait de la qualité qui sont à regarder et quand on est en bio, on a quand même déjà un peu les dimensions environnementales et images qui sont déjà quand même sans doute supérieures par rapport à d'autres élevages. En fait, la difficulté, c'est sans doute de se doter d'outils, de grilles d'évaluation pour essayer un peu de prédire finalement les qualités des différents produits. Je pense que quel que soit le produit animal, c'est sans doute valable. À partir en fait des conditions d'élevage dans lesquelles ils vont être élevés, et notamment à partir du type d'aliments, d'alimentation en fait qu'ils vont avoir. Donc, il y a des travaux qui sont faits, mais la problématique, c'est sans doute voilà, quel outil, comment on peut prédire finalement la qualité des produits en fonction du système d'élevage que l'on a en bio, parce qu'au-delà du bio, la certification, il y a quand même une diversité de pratiques qui est vraiment très importante. Et c'est qu'explique l'article d'ailleurs de Sophie Prache, en disant que c'est bien difficile d'annoncer de ses supérieurs parce que quand on fait des études scientifiques, on se rend compte qu'il y a tellement de diversité de types de production bio que c'est très difficile d'en tirer des conclusions générales. Merci Françoise. Alors, on s'oriente vers la conclusion de ce webinaire. Merci déjà à toute l'audience d'être restée jusqu'au bout. Et voilà, je sollicite peut-être Swazik en tant que grand témoin si elle a voilà, quelques impressions à chaud suite à ce webinaire. Je garderai quelques mots avant de laisser la parole à l'AFZ pour les dernières mentions aux auditeurs. Vas-y, Swazik, si tu as quelques éléments à nous partager. Oui, enfin, dans ce qui est intéressant à noter aujourd'hui, c'est que ce qui nous rassemble, c'est un renouvellement de la revue Production animale sur la question de l'élevage bio. Et Françoise vous dirait, mais ça fait quelques temps qu'il n'y avait pas eu ce travail de fait. On peut aussi dire que pour autant, au-delà de la richesse des articles et des témoignages qu'on a eus aujourd'hui, il reste des sujets avec des gros chantiers comme la génétique adaptée à l'élevage bio ou encore aussi chiffrés d'un point de vue économique, peut-être toutes ces fameuses externalités qu'on a évoquées pour l'agriculture biologique. Donc, encore du pain sur la planche pour l'élevage bio et son développement demain, dans un cadre convenable aussi en termes de valorisation des surfaces. Ouais, pareil, dans ces enjeux de recherche, je vais rappeler le métaprogramme MétaBio, mais au-delà,
pour ce qui est de l'Institut, enfin d'INRAE, beaucoup de recherches en cours. Je pense que les panélistes sont tous impliqués dans plusieurs projets en même temps et s'enrichiront aussi de ce webinaire, j'espère, pour voilà, prolonger vos travaux sur la résilience des systèmes d'élevage. Bon, pour ma part, hein, c'est vrai que ça m'a fait un peu découvrir, il y a énormément de facteurs clés, en fait. Je crois qu'on les connaît assez bien maintenant. Enfin, en tout cas, dans vos interventions, il y avait certains facteurs qui étaient vraiment, qui convergeaient, hein. Je sais plus, il y en a un de vous qui le disait aussi. Il y a des enjeux au-delà de la recherche après, d'accompagnement, de développement et d'incitation. On n'a pas pu aborder, on n'a pas été très loin dans les enjeux de politique publique. C'est vrai que on est peut-être un peu frileux aussi vu la conjoncture actuelle, mais c'est aussi des vrais enjeux de recherche en tant que tels. Voilà, je vous invite aussi à suivre peut-être, ou en tout cas vous abonner à la lettre d'information de la Gazette du métaprogramme Métabio, puisque voilà, on réalise une veille scientifique, on recense la bibliographie sur le sujet, c'est-à-dire sur le changement d'échelle de l'agriculture biologique. Il y a énormément de sujets sur l'élevage, vous vous en doutez. Et puis, ça vous informe aussi des événements et dont des cafés Métabio. Et voilà, Lucille, si tu me permets d'annoncer qu'il y aura certainement une intervention de Chloé Van Bellen, donc, qui a soutenu sa thèse sur justement les propriétés de la qualité de la viande de porc, voilà, en lien avec ce qu'on a évoqué à l'instant. Donc, beaucoup d'ouvertures, beaucoup de travaux à suivre. Et puis, un prochain numéro de la production animale. Peut-être pas, peut-être avant 2035, si, je pense. Voilà. Il est 12h30. Je repasse la parole peut-être à Christelle juste pour nous refaire un petit teasing sur le replay. Zervan, juste peut-être signaler le colloque final du projet emblématique Clinorg. Oui, Bertrand l'a fait dans le chat. Effectivement, je me suis pas. C'est le 14 mai, voilà, 2025 à Paris. Et donc, merci Servan de me repasser la parole pour la conclusion générale. Donc, en premier, je tiens à vous remercier tous, les intervenants, les participants, pour la qualité des échanges, pour ces questions nombreuses et ces réponses très éclairantes. Alors, l'AFZ renouvelle ses remerciements à chaque intervenant, en particulier pour avoir fait l'effort de s'appuyer sur les derniers chiffres et avoir mis à jour les données qui étaient incluses dans les articles. Merci également pour avoir rebondi très efficacement sur les questions des participants et plus largement pour les enrichissants échanges de ce webinaire. Alors par la suite, comme l'annonçait Servan, vous recevrez un lien vers le replay et les présentations dès que ça sera prêt. Donc patientez quelques jours encore et nous vous transmettrons toutes les informations pour avoir accès à loisir a posteriori. Et afin d'être informé de tous nos événements au sein de l'AFZ, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur le site ou via les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à adhérer afin de recevoir en direct les informations par notre newsletter. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.